Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. D'abord, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez aujourd'hui, chers abonnés également de l'application d'Omerta, je rappelle à chaque fois, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, vous êtes à la date d'hier 188 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube. On espère bientôt arriver aux 200 000, on les fêtera dignement. Mais parmi ces 188 000 abonnés de la chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a l'application Omerta qu'on télécharge sur son portable. Et là, c'est le cœur de notre métier, c'est nos documentaires, les bonus, vous avez toute la vie de la rédaction, vous avez toutes les choses que nous faisons, que nous fabriquons à l'année. Tous les grands reportages sont sur l'application. Alors, allez-y, jetez un coup d'œil, c'est 5 € par mois, donc ça vaut le coup. Après, vous voyez, si ça vous plaît pas. En tout cas, je vous encourage à le faire. Aujourd'hui, bienvenue, juste avant de présenter notre invité pour le nouvelle édition du Grand Entretien. Je rappelle également qu'Omerta, c'est le magazine avec en kiosque aujourd'hui L'Enfance de tous les dangers, magazine que j'ai déjà présenté, qui est important sur tout ce qui guette nos enfants, sur tout ce qui peut leur nuire. C'est extrêmement dense, extrêmement dur. Ce sont des sujets sociétaux qui montrent que nos tout-petits, ceux qui sont notre avenir, les adultes de demain, eh bien, sont menacés dans notre société à bien des niveaux. Hein. Je cite les sectes, le wokisme, évidemment, l'ensauvagement. Les viols, le drame épouvantable qui s'est produit à Courbevoie en est encore une illustration, et on a mis Lola en couverture, qui est un symbole de cette enfance bafouée. Donc achetez-le, c'est en kiosque, Omerta Magazine, l'enfance de tous les dangers. J'en viens à mon invité du jour. Alors, je vais le présenter, mais avant, je voudrais dire deux, trois choses. Voilà, Éric Morillo. Bonjour Éric. Bonjour Régis. Alors Éric, moi ça me fait très bizarre d'être là, de vous retrouver sur la chaise de celui qui est interviewé, parce que d'ordinaire c'est moi qui suis sur cette chaise, tant sur Bistro Liberté, que vous animez, que sur votre chaîne YouTube Les Incorrectibles, vous m'avez invité, vous m'avez fait cet honneur, c'était à chaque fois des discussions passionnantes. On inverse un peu le jeu, vous venez chez Omerta. Bienvenue chez Omerta. Alors pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup de nos youtubeurs qui vous connaissent, quelqu'un a dit un jour, je ne sais plus qui, que vous étiez le plus mainstream des journalistes alternatifs. Est-ce que vous adhérez à cette définition? Oui, alors ça c'était Xavier Azalbert de François, je crois, qui avait dit ça lors d'une interview. J'avoue qu'à première vue, c'est pas forcément le qualificatif que j'aurais souhaité qu'on emploie pour me qualifier, puisque justement je les ai quittés, les médias mainstream, ou plutôt j'en ai été débarqué. Voilà. Oui. Mais avec le recul, je suis très fier de l'évolution que j'ai eue. Donc avec le recul, oui, je disais, je serais capable même de les remercier de m'avoir sorti, parce que, sauf, faut jamais insulter l'avenir, sauf proposition incroyable, j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Donc je suis très bien là où je suis, que ce soit aussi bien sur ma chaîne Les Incorrectibles qu'à l'animation de Bistro Liberté. Mais en tout cas, oui, comme vous le soulignez, merci de me recevoir. C'est un honneur. J'espère que je serai à la hauteur. En tout cas, c'est un super souvenir, voilà, de vous avoir reçu à chaque fois, que ce soit dans Les Incorrectibles ou à Bistro Liberté. Donc oui, le journaliste le plus mainstream des médias alternatifs, parce que justement, en général, sont les journalistes ou les animateurs de chaînes sur YouTube qui rêvent d'accéder à la gloire, pense-t-il, sur les chaînes de télévision. Et moi, j'ai fait le chemin inverse. Oui. Donc je suis plutôt bien dans mes baskets là-dessus. Il n'y a pas de crise d'ego. Il y a peut-être une chose à laquelle on goûte quand on fait cet itinéraire-là, c'est la liberté, non? Eh bien, non seulement la liberté, qui n'a absolument pas de prix, mais ça vraiment, ça n'a pas de prix, mais surtout, je vais vous faire une confidence, et là, ça va peut-être surprendre. J'ai, pour ne pas les citer, avant d'être sur ma chaîne Les Incorrectibles, j'étais présentateur d'une émission, donc la même, puisqu'elle s'appelait Les Incorrectibles sur Sud Radio, mais avant, j'avais fait un peu de télé quand même. J'avais été pendant un peu plus d'une saison sur CNews, où je co-animais une tranche avec Sonia Mabrouk. Enfin, je présentais les infos dans sa tranche. D'ailleurs, je la salue bien amicalement, Sonia, qui a quitté en plus temporairement, j'espère, voilà, pour une bonne nouvelle. Une heureuse nouvelle. Exactement. Et il se trouve que voilà, j'avais un petit peu envie de continuer, mais bon, j'avais envie d'avoir mon émission à moi, donc j'avais proposé à la direction à l'époque, voilà, d'avoir mon émission, et puis ça s'était pas fait. Bon, manque de peau pour moi aussi, il y avait un tempo qui était peut-être pas forcément le bon. C'était à la période où Éric Zemmour arrivait, donc évidemment que là on peut difficilement rivaliser, parce que j'avais demandé à faire un pilote sur CNews. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait pendant un peu plus d'une saison voilà, de la co-animation à des tranches quand même importantes sur CNews, et véritablement je n'avais pas été
on le fait pas pour ça, mais on va pas se leurrer, c'est quand même assez sympathique de temps en temps d'être reconnu, d'avoir un petit message, pas forcément d'être reconnu pour le plaisir d'être reconnu, mais d'avoir un petit message d'encouragement quand on croise des gens. Et donc pendant 1 an, j'avais absolument jamais, à part ma boulangère et ma famille, voilà, eu des messages comme quoi on m'avait vu. Et là, ce qui est absolument incroyable, c'est que sur Internet, il y a véritablement un lien qui se crée, et que ce soit avec, soit aussi bien des commerçants que des gens, que des chauffeurs de taxi ou de VTC. Il y a une discussion qui se crée, et jamais j'aurais imaginé que grâce à Internet, voilà, j'aurais eu un peu plus, entre guillemets, de notoriété qu'avec de la télé, quoi. C'est très intéressant ce que vous dites, et justement, on va creuser ça, parce que vous êtes très actif sur Twitter, on va dire X, pour montrer qu'on est au diapason d'Elon Musk. Alors, ces derniers temps, j'observe... Comment ? Comme vous ? Oui, absolument. Mais ces derniers temps, j'observe que... de Turc. Oui, voilà, bon, évidemment, on connaît la violence que peut revêtir ce réseau, mais j'observe souvent que vous, pour poursuivre cette notion de liberté et d'expression journalistique, on va dire, dans ces sphères, en fait, vous lancez souvent des appels à débattre entre des personnes ayant des avis différents. Alors, Twitter, c'est le clash, souvent, c'est, voilà, on agonise d'injures la personne, où on tient des propos définitifs, et vous avez ce souci, je vais dire purement journalistique, de revenir à de la confrontation. Alors quand on grandissait, il y avait des émissions, alors apostrophe, Feu Bernard Pivot, ou Droit de réponse de Pollack, qui était incroyable. Pourquoi, à votre avis, des gens qui, dès lors qu'ils ont des avis différents aujourd'hui, ne se parlent plus ? C'est vraiment super que vous le releviez, parce que c'est vraiment presque une des caractéristiques dont je suis le plus fier pour me qualifier un petit peu, c'est que moi, en fin de compte, je fais rien que des choses que j'aimerais, si je peux, voir à la télévision et que j'aimais voir quand j'étais jeune, puisque ça fait un peu vieux con de dire ça, mais, non, mais c'est vrai. Mais... vous avez dit droit de réponse de Pollack, mais moi je suis plutôt un enfant de la télé version Ciel Montmardi de Chavannes, Les absents ont toujours tort de Guillaume Durand, et puis plus récemment quand même, il faut lui rendre hommage, Frédéric Tadei, quand même, Ce soir ou jamais. J'adorais ces émissions, et aujourd'hui, il n'y en a plus d'émissions comme ça. C'est pas, on va pas se leurrer, c'est pas Quelle époque avec Léa Salamé et de Chavannes, le pauvre de Chavannes, l'évolution qu'il a eue. Donc moi, j'ai simplement voulu, mais j'ai pas cherché à faire le buzz, contrairement à ce que plein de gens disent. J'ai juste voulu faire des émissions, voilà, qu'on aurait un petit peu envie de voir, avec des gens qui s'opposent. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble dans le métier aussi. Mais c'est un souci journalistique pur. De faire ça et de pourtant, faire en sorte j'ai une petite anecdote d'ailleurs que je pourrais vous confier là. Récemment, je voulais faire débattre un certain Jacques Attali avec un individu. Bon voilà, je vais même pas lui refaire de la pub parce que voilà, ça s'est au final pas si bien passé. J'ai fait un débat, mais autour de quoi ? Autour du conflit israélo-palestinien. Voilà. Et ce qui était assez curieux, c'est que j'ai appelé Jacques Attali et il m'a raccroché au nez au bout de 5 secondes parce que je lui ai cité le nom de la personne. Et il était apparemment en train, je pense, de la googliser en live. Et il m'a dit, monsieur, merci, vous voulez me faire débattre avec un complotiste. Merci, monsieur, au revoir. Et bon, je ne l'ai pas rappelé derrière, donc si tu nous regardes, Jacques. Mais je trouvais ça consternant parce que, en gros, bon, la personne avec qui je voulais faire débattre Jacques Attali, si je peux le dire après tout, c'est Michel Collomb, voilà, qui est évidemment très, très investi dans la cause de la défense de la cause palestinienne et très critique à l'égard d'Israël. Mais moi, ce que je trouvais surtout triste, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le plus grand mal. J'ai cherché à faire un débat là entre Franck Tapiro et un humoriste, le comte de Boudherbala. Bon, j'ai bien vu que d'un côté comme de l'autre, j'y arrivais pas. Il y avait tout le temps des problèmes de planning. Bon, au bout d'un mois, je me suis dit, bon, j'arrête. Mais alors, pour répondre à votre question, en effet, là aussi, on va être tout à fait honnête. Ce qui est génial avec Twitter, avec cette caisse de résonance de Twitter, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai trouvé l'astuce depuis peut-être justement ce petit raté que j'ai eu avec Jacques Attali, que j'avais reçu d'ailleurs à l'époque où j'étais à Sud Radio. Vous le dites sur Twitter. Et ben maintenant, vous le racontez. Non seulement, ça je le dis pas sur Twitter, mais ce que je fais, c'est que je ne passe plus par la case appel en disant est-ce que vous accepteriez de débattre, vous Régis Le Sommier avec je sais pas. Vous lancez un appel sur Twitter. Je lance un appel sur Twitter parce que je les mets à l'épreuve de l'agora. Et si vous voulez, juste derrière, en général, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que très vite, après que j'ai proposé des débats, la communauté de Twitter, d'un côté comme de l'autre, réagit tout de suite en disant « Ah bah oui, ça va être génial » et tout ça. Donc après, ils se sentent un peu ils sont un peu pris au piège et obligés de me répondre oui, sinon ils passent pour des lâches. Oui, je comprends.
Bien sûr. Alors là, il y a une autre évolution de nos médias, c'est que bon, on va dire, il y a une structure des médias classiques qui est telle qu'on les connaît, enfin les chaînes, le service public, privé également. Qui sont, semble-t-il, quand on regarde la croissance des chaînes YouTube, précisément la nôtre, la vôtre aussi, mais toutes ces chaînes qui se sont créées, est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer ce recul des médias entre dits mainstream, qui sont, je ne dis pas qu'ils sont tous menacés, je nuance, mais on sent bien qu'il y a quand même un recul par rapport à ça. Est-ce que les gens, moi par exemple, l'autre jour, j'étais dans un salon du livre à Cosne-sur-Loire, par exemple, et on m'avait remis un prix, donc et j'ai discuté avec des gens de ce village dont une partie m'expliquait qu'ils ne regardaient plus la télé, qu'ils ne regardaient que les chaînes YouTube. Personne dans mon entourage, moi et des gens que je fréquente, plus personne ne regarde la télévision. Vraiment, il y a une bascule qui a eu lieu, un basculement qui a eu lieu clair. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, dans une certaine catégorie de la population, qui est juste un petit peu quand même essentielle, qui s'appelle les jeunes, plus personne ne regarde la télévision. Ça, c'est au risque de... D'ailleurs, on va pas citer de nom nouveau, mais les chaînes info, en général. Oui. D'ailleurs, vous intervenez, où j'ai travaillé. Oui. Voilà, la moyenne d'âge, et ça, les gens le disent assez peu, mais la moyenne d'âge des chaînes info, que ce soit, allez, les trois qui comptent, on va dire LCI, CNews et BFM TV, je ne mets même pas France Info TV dans le lot, la moyenne d'âge de ces chaînes, c'est entre 55 et 65 ans. Donc ça, les gens ont un peu évidemment tendance à pas le savoir. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle une génération, en tout cas même pas sacrifiée, parce que c'est elle-même qui choisit de ne plus aller vers les médias mainstream. Et puis moi, je vais abonder aussi dans une autre direction par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, les audiences des chaînes YouTube n'ont plus rien à envier aux audiences des chaînes info. Le matin, sur les chaînes info, les audiences des chaînes info au quart d'heure moyen entre 10h et 11h30, franchement, c'est les audiences que nous faisons. Donc si vous voulez, vraiment, on n'a plus rien à envier à ces chaînes. France Info TV, je crois qu'au quart d'heure moyen, la matinale de France Info TV, c'est parfois moins de 50 000 personnes le matin. Donc quand on voit en plus que ça coûte, je serais ravi que ça soit privatisé. Oui, bien sûr. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette structure de médias classiques, donc qui est en recul, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'offre qui s'est élargie, ou le fait que les gens ne retrouvent plus dans ces médias des choses qui les préoccupent. C'est un peu aussi le succès de CNews. Quelque part, beaucoup de choses dont on ne parlait pas ailleurs ou qu'on maquillait, etc. Sur CNews, on en parle abondamment, d'où ça fait le succès de la chaîne. Donc, je parle, quand je vous dis ces remarques de ces personnes, là, l'anecdote que je vous donnais, c'est des gens qui me disent on prend nos informations auprès de ces chaînes YouTube. C'est pas la messe du 20h comme quand on était petit, vous voyez. C'est intéressant en effet de relever ces news que nous connaissons bien, mais au-delà de ces news, c'est le succès en effet d'une chaîne info qui a décidé d'être à contre-courant des autres chaînes info, mais à contre-courant surtout, et vous le disiez Régis, à contre-courant, on va dire, de la programmation. Donc ils font presque de la contre-programmation, comme on peut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de relever, c'est que la plupart des intervenants qui ont vraiment émergé, vous en faites partie, enfin vous veniez vous aussi, bon, vous aviez la carrière évidemment qu'on a tous connue de Paris Match, mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été, en effet, qu'on a été chercher, vous le disiez, sur les chaînes YouTube et qui aujourd'hui sont devenus des invités récurrents de CNews notamment et qui font le succès. Puis il y a même d'autres gens aussi, comme je pense notamment à Charlotte Dornelas, à Pierre Gentil, il y a des gens qui ont été au petit niveau de TV Liberté, donc où j'anime Bistro Liberté, je n'y étais pas à l'époque, mais en tout cas, je sais que Charlotte Dornelas, par exemple, et Pierre Gentil ont été, on peut le dire, pas révélés parce qu'ils se sont révélés eux-mêmes, mais en tout cas, je pense que TVL, leur a donné une audience avant CNews, et donc c'est la consécration, pas évidemment pour eux, mais aussi pour les médias alternatifs comme TVL, d'avoir en effet, on va dire, été un incubateur de nouveaux talents. Et moi, j'ai fait le cheminement inverse, vous voyez. Oui, tout à fait. Alors, Eric, on est le 20 juin, donc dans 10 jours exactement, il y a le premier tour des élections législatives et le 7 juillet, le deuxième tour. Cette date est regardée comme la date de tous les possibles. On a beau remettre tout, on ne sait pas ce qui va se passer après. On a une sorte de sentiment de plongée dans l'inconnu. D'un point de vue de nos activités, d'un point de vue de l'espace public, de la liberté d'informer, de la liberté d'expression,
Je vais d'abord vous demander une question sur une arrivée du LFI Front Populaire. Qu'est-ce que ça changerait? Et inversement, une arrivée du RN, qu'est-ce que ça changerait aussi? Ah bah là, la réponse, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont un peu surpris ou qui se sont étonnés que je prenne un petit peu parti. Parce que là aussi, encore une fois, une image d'Épinal de penser qu'un journaliste, ça dépend dans quelle on va dire, catégorie il travaille, doit être neutre. À la présentation d'un journal, soit le journal de 20h sur TF1 ou le journal de 20h de France 2, on attend d'un journaliste qui soit tout à fait neutre. C'est normal, on n'en a rien à faire de l'opinion de Gilles Boulot et d'Anne-Sophie Lapix, bien qu'on la devine assez facilement. Bon, mais en revanche, un journaliste peut être éditorialiste. Aujourd'hui, Pascal Praud, à l'animation de l'heure des pros sur CNews, on lui demande, c'est même pour ça, je pense qu'il a autant de succès, on lui demande d'être parti pris, d'avoir une opinion et de s'entourer, en l'occurrence, de gens comme vous, peut-être moi, enfin en tout cas, moi, j'ai pas été sur l'heure des pros, mais en tout cas, voilà, de s'entourer de gens qui ont une opinion bien tranchée. Et pourquoi je vous dis ça? Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passerait si, en l'occurrence, si le RN, puisque le LFI, c'est un peu plus, on va dire, hypothétique, et puis surtout dans le domaine audiovisuel, il y a un peu moins on va dire, c'est pas, je pense, la cause principale de l'adhésion des gens à LFI. En revanche, il y a une mesure, moi, qui m'a, et c'est pour ça que les gens sont étonnés que j'ai pris parti, en tout cas, moi, j'ai pris clairement parti, parce que, évidemment, il y a une proposition du RN qui est, je le disais, de privatiser le service public. Alors, je pense que c'est un peu, là aussi, excessif, peut-être dans la façon, peut-être de le comprendre, parce qu'il garderait, je pense, un canal pour une chaîne de service public et une radio, mais en tout cas, quand on voit aujourd'hui qu'on a France 2, France 3, France 5, TV5, on oublie l'audiovisuel extérieur, voilà, toutes les antennes de Radio France, qui coûtent une fortune, hein, puisque ça a été chiffré à près de 4 milliards d'euros si c'était vendu au service privé. Donc si aujourd'hui le RN arrivait au pouvoir, voilà, toutes ces chaînes de service public qui sont financées par nos oboles, par nos impôts, voilà, seraient pour la plupart privatisés. Donc moi, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête, en tout cas, de financer des médias qui ne me ressemblent pas du tout, que ce soit, je le disais, France 2 ou que ce soit le service public France Inter. Je ne sais pas si vous êtes invité sur France Inter régulièrement. Voilà, jamais. Moi, je ne le suis jamais. J'ai encore vu récemment, enfin, c'était édifiant, la directrice de France Inter qui, accessoirement, je crois, la campagne d'un certain Raphaël Antoven, voilà, qui disait qu'elle ne voulait pas recevoir des gens... Comment? Luxman? Non, ça c'est Léa Salamé. Ça c'est Léa Salamé. Oui, pardon, oui. Léa Salamé, c'est la compagne de Luxman et la directrice de France Inter, c'est la compagne de Raphaël Antoven. Non mais c'est quand même incroyable, vous voyez. Vous ne saviez peut-être même pas où on a tendance à même pas le savoir. Et quand on voit que ces gens, voilà, et la directrice de France Inter qui a dit que jamais sur France Inter il y aurait de la place pour des climato-sceptiques. Mais je veux dire, bon, moi la question c'est même pas, c'est pas d'être ou pas climato-sceptique, c'est qui est cette personne pour décider qui a le droit ou pas le droit de parole. Donc pour moi, voilà, pour répondre à votre question, moi en tout cas là j'ai décidé à mon petit niveau, je me dis après tout pourquoi ne pas s'engager un minimum. Il y a eu, je crois que c'est Mediapart qui a lancé une tribune de 80 médias qui voulaient faire barrage. Alors moi plutôt que de m'engager pour, j'ai envie de m'engager contre. Voilà, il y a une tribune de Mediapart qui veut réunir 80 médias pour dire nous sommes pour faire barrage au RN, nous voulons lancer une tribune là-dessus. Donc moi je trouve qu'il faudrait, alors ce serait peut-être à vous ou à moi de le faire, bon, je ne sais pas si c'est mon rôle, faire ici, mais en tout cas voilà, on pourrait lancer cette idée de, pourquoi pas ensemble, lancer cette idée de dire, tiens, si vous êtes contre, voilà, et non pas pour l'arrivée au pouvoir du nouveau Front Populaire, eh bien agrégeons. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais en tout cas que Omerta, voilà, les Incorrectibles, TVL, et il y a plein d'autres médias, pas forcément d'ailleurs alternatifs, Valeurs Actuelles, bon, et j'en cite pas d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres, en tout cas, qui sont contre l'arrivée au pouvoir du nouveau Front Populaire. Je pense qu'il faudrait faire un petit peu entendre notre voix, parce qu'on est nombreux. Et on le voit avec le succès de CNews, qui est passé devant BFM TV. Grâce à votre soutien et au travail de toute l'équipe d'Omerta, nous venons de sortir notre 5e magazine. À travers des témoignages bouleversants et des experts comme Carl Zéro, Anne Coffinier ou Georges Fenech, nous avons traité pour vous les dangers qui menacent vos enfants. Alors armez-vous pour comprendre et combattre ces insécurités en vous achetant le dernier magazine d'Omerta, L'enfance de tous les dangers.
CNews, pour le coup, est accusé, on l'a vu avec cette commission enfin, on voit quand même que parlementaire. là, c'est un secret de polichinelle que CNews a quand même une ligne éditoriale qui est contre le nouveau clair. Front Populaire. Voilà, C'est clair faut qu'il y a aussi une ligne être éditoriale. franc du collier. Voilà. C'est clair. Maintenant, CNews était régulièrement accusé de partialité, de refuser des invités, enfin, ce qui est entièrement faux. Est-ce que vous pensez, justement, quand il y a eu cette commission, on n'a pas finalement ouvert la boîte de Pandore et on a attiré la lumière sur ces chaînes d'infos de service public, dont la pluralité de l'expression idéologique était quasiment nulle. Je crois que le Figaro a fait une étude récemment où 1% seulement des invités de France Culture se réclament de droite. Voilà. On n'existe pas officiellement. Les gens qui pour beaucoup nous soutiennent n'existent pas. C'est ça qui est absolument incroyable. Moi, la question que je me pose, c'est le soir du 7 juillet, est-ce que Yann Barthès va pleurer, quoi? Enfin, oui. Je veux dire, quand on avait vu la couverture, vous avez bien connu les États-Unis pour les avoir couverts au niveau des élections présidentielles. Je me souviens, moi, de cette couverture absolument délirante de l'élection de Donald Trump, où vous aviez cette chape de plomb qui était tombée sur le plateau de Quotidien, où il y avait même quelqu'un dans la tribune qui pleurait. Il y avait vraiment, on avait l'impression qu'il y avait une bombe atomique qui était tombée sur Paris. Là, je me demande, parce qu'à un moment, au-delà des opinions, journalistiquement, ça va être intéressant. Je veux dire, si demain le RN arrive au pouvoir et a une majorité peut-être même absolue, qu'est-ce que va faire Yann Barthès? Il ne va jamais recevoir une seule personne du RN qui sera peut-être aux manettes du pouvoir, donc qui sera peut-être au gouvernement. Donc ça veut dire plus aucun ministre n'accédera au plateau d'Yann Barthès. Ça va être compliqué. Et ça va être compliqué aussi pour TF1, parce que avant d'être l'émission d'une chaîne ou d'une boîte de prod privée, ils ont des fréquences qui sont attribuées par l'Arcom, qui sont quand même des fréquences publiques. Hein. C'est une concession. Hein. Ça, on oublie de le dire. Donc ils ont aussi des obligations. Voilà, c'est affligeant. Mais Yann Barthès a été entendu, a fini par être entendu par cette commission. C'est quand même assez intéressant parce que tout est parti. Il avait d'ailleurs, c'était bien sûr, c'était souverain, c'était horrible. Il est en costard chaque soir et il arrive devant les représentants quand même, les élus nationaux, et il arrive en doudoune, en polaire, quoi. Il se permet tout. Mais ce qui est assez incroyable quand même dans ces discussions qui ont eu lieu, c'est que c'est parti de CNews. On a accusé CNews justement d'être une chaîne d'extrême droite. Je crois que Erim Abdul-Malak, qui était l'ancienne ministre de la Culture, avait même demandé son interdiction. Du coup, attention parlementaire. Il y a quand même aujourd'hui. Oui, c'est toujours en suspens. Il y a quand même en 2025 le renouvellement des fréquences qui va être. Donc, bon. Et c'est pas encore décidé. Mais en tout état de cause, on a accusé Bolloré, Vincent Bolloré, qui est derrière CNews, etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la pluralité ou son absence, justement, marquait durablement le service public. Et ça a été quand même pas une grande découverte, mais c'était quelque chose qui semblait aller de soi, et qu'en fait, finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé à la fin. Bah, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai été absolument indigné par ces auditions où d'abord on avait l'impression qu'il y avait vraiment un mépris du peuple, parce que ça devient même, vous voyez, même avant d'employer le terme peuple, j'hésite, même comme le terme populaire, où il y a d'ailleurs ce terme, on le dit pas, mais bon, je suis d'ailleurs un des seuls, je crois, à l'avoir relevé sur Twitter. Je pense que le slogan, la marque Front Populaire participe pour beaucoup à cet envolé et à cette menace que représente donc justement cette coalition d'extrême gauche. C'est qu'aujourd'hui, on parle plus de la NUPES, on parle du Front Populaire. Et je suis désolé, mais le Front Populaire, on sait aussi de la communication et du marketing, c'est très très puissant. Le pauvre Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. Puis plus récemment, Michel Onfray avait lancé, je crois, un magazine qui s'appelle Front Populaire. A priori. Et alors vous m'avez dit avant d'arriver, vous ne compreniez pas pourquoi Michel Onfray. Je suis un peu surpris. Bon, après, j'apprécie beaucoup Michel Onfray et Stéphane Simon. Je suis juste un peu surpris que Stéphane Simon et Michel Onfray ne tentent pas un référé de Raher pour empêcher le nouveau Front Populaire, parce que le nouveau ne change rien à l'affaire. Mais en tout cas, il y a une marque qui a été déposée par Michel Onfray et Stéphane Simon, qui est exploitée aujourd'hui pour qualifier un magazine. Et moi, ce que je dis, alors je ne sais pas si sur le droit stricto sensu de la marque, c'est très subtil, parce qu'en effet, quand vous employez une marque, vous l'employez dans une classe bien délimitée. Donc là, c'est un magazine, donc on peut penser que sauf que le magazine, il a aussi un site internet qui s'appelle frontpopulaire.fr, et maintenant il y a un nouveau site internet qui s'appelle nouveaufrontpopulaire.fr. L'un, c'est le site internet des souverainistes, et
l'autre, c'est le site internet de l'extrême gauche. Donc c'est un peu quand même, moi je serais à la tête du magazine Front Populaire. Tout ça. Je me dirais, tiens, voilà, est-ce que parmi tous mes abonnés, Mamzelle Michu qui va arriver dans son bureau de vote et qui va voir Front Populaire, elle va dire, bah, c'est super, ça doit être la liste de Michel Onfray. Donc je trouve que ça pose un problème. Mais justement, au-delà de ça, moi j'ai une question très précise sur et on va même partir au-delà de l'extrême gauche qui a trouvé effectivement ce terme qui est fédérateur. Exceptionnel d'un point de vue communicationnel. Mais on est quand même dans on convoque les mânes du passé pour expliquer ou pour je dirais accompagner sa démarche dans le présent. D'où l'extrême droite qu'on essaye de nous ressortir à chaque fois. Exactement. Même j'ai vu récemment, je crois que c'était, elle a même osé, hein, c'était Manon Aubry qui a dit à Valls, voilà, ça va être Hitler ou le Front Populaire. Expression d'ailleurs qu'il faut préciser à nos auditeurs, n'a jamais été employée. Ça n'a jamais existé. C'est une réflexion post de cette époque. Mais à l'époque, c'était pas. Les bourgeois n'ont pas dit Hitler ou le Front Populaire. Hitler plutôt que le Front Populaire, parce que c'est affligeant. Enfin, vous voyez le niveau du débat. C'est comme l'extrême droite, quoi. Voilà. Mais le niveau du débat est affligeant. Mais il n'empêche que prenons. C'est tombé hasard du calendrier et c'était nécessaire de le commémorer et d'en faire quelque chose d'important. Les 80 ans du débarquement ont été largement instrumentalisés par Emmanuel Macron dans le but de faire avancer sa cause pour les européennes. Quelque part, on est aussi dans l'escalade de la guerre en Ukraine aussi, il y a des visées électorales derrière, avec soit d'un côté on dit que Marine Le Pen c'est Hitler, ou tantôt on dit que c'est Poutine. Mais l'idée est la même. Et ça marche plus. Mais ça ne marche plus. Ça a même l'effet inverse. C'est comme la tribune de tous ces artistes. Quand Marion Cotillard parle, je pense que ça fait immédiatement gagner 100 000 voix à la coalition LRRN. Hein. Quand Omar Sy, depuis Los Angeles, je crois qu'il veut revenir d'ailleurs. Je ne comprends plus trop parce que c'est comme Yannick Noah qui disait si je crois. Bon, ils ne sont jamais partis à chaque fois. Hein. De toute façon, quand il y avait des Eric, menaces comme ça. Je vais vous apprendre une chose qui était un petit peu passée inaperçue. Moi, j'étais aux États-Unis à l'époque. La défaite d'Hillary Clinton est en partie due au fait qu'elle n'a pas quitté New York, sur lequel elle a fait des derniers meetings de campagne avec Puff Daddy, Beyoncé, etc., tandis que Trump était en train de faire les 3 États du Nord où l'électorat blanc démocrate a finalement voté pour lui et lui a permis d'emporter l'élection. Voilà. Donc cette idée, elle marche aussi aux États-Unis, de l'artiste qui s'engage auprès d'un politique, c'est un repoussoir. C'est un repoussoir absolu. Donc là, on a vu Marion Cotillard arborer un badge, la jeunesse emmerde le Front National. National. National, oui. On en a vu d'autres. Yannick Noah, c'est un classique, hein. Moi, je le connaissais quand j'étais correspondant à New York. Il venait prendre son café latte tous les matins sur la 5e avenue. Mais voilà, à la cool, on l'a traité d'évadé fiscal. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on n'a pas encore entendu Omar Sy. Peut-être qu'il a appris sa leçon. Et les footballeurs, évidemment, qui marquent des buts, donc on va les écouter, quoi. Mais ça ne marche pas, et je pense qu'en effet, comme vous le disiez, c'est important. On n'a pas encore entendu François Cluzet, je pense qu'il va se réveiller dans quelques jours. Mais voilà, ce sont non seulement des repoussoirs, mais surtout, on en a marre, quoi. Franchement, moi, c'est pour ça que je pense que l'idée de cette tribune des médias, en tout cas, qu'on pourrait lancer, je pense qu'elle aurait du sens, parce que si demain, c'était cette France, c'est Laurent Berton, enfin, qui parlait de France Orange Mécanique, cette France silencieuse qu'on n'entend jamais commencer à un petit peu se lever. Alors, je ne demande pas un soulèvement, une insurrection, une révolution, mais si on commençait à donner un petit peu la parole à des gens qui ne l'ont jamais, qui ne l'apprennent jamais, qui rentrent le soir dans les banlieues en longeant le mur de peur de se faire agresser, je pense qu'ils seraient très surpris. Et puis surtout, ce qui est assez marrant, et on l'avait vu, je crois que c'était à l'époque d'ailleurs du Covid, je crois qu'il y avait un des inconnus, je crois que c'était Didier Bourdon qui avait pris la parole, et je crois que derrière, il n'y avait plus une personne qui avait été voir ces films, enfin beaucoup moins. C'est qu'aujourd'hui, ils vont quand même être à un moment confrontés à un dilemme, hein, parce que tous ces artistes,
moi j'ai envie de leur dire, mais c'est marrant, quand vous êtes, quand vous faites des films, est-ce que vous crachez à la gueule des gens qui viennent voir vos films et qui éventuellement pourraient peut-être voter RN ou pourraient peut-être voter dans un sens qui vous plaît pas? Non, là ils acceptent leur The Ball, quoi. Oui. Donc c'est d'une hypocrisie sans nom. Et puis je pense que c'est aussi parce que dans le système, moi je vous cache pas, comme vous, on continue de parler, parce que si on commençait à ne plus voir tous les gens qui partagent pas nos avis, voilà, dans le milieu du journalisme, il y a aussi, j'ai envie de dire, il y avait une omerta, mais je pense qu'elle est en train de péter, parce que moi, je ne vais pas dire qui, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Bon, alors j'ai déjà annoncé que c'est un homme. Il y a quelqu'un qui m'a ironiquement, le soir des élections européennes, envoyant un message qui est un copain journaliste, en me disant cher Eric, n'oublie pas que nous sommes amis depuis longtemps, je voulais te le rappeler au moment de l'alternance. Voilà. Bon, et je me suis marré parce que c'était marrant, c'était quelqu'un qui me parlait pas depuis très longtemps et qui m'a envoyé ce message. Et je vais vous dire, moi je suis pas candidat à l'Assemblée nationale, mais il y a quand même quelques personnes qui commencent à me reparler pour me demander des infos. Enfin bon, il y a quand même des choses qui se passent. Vous voyez Bistro Liberté à une heure de grande écoute sur France 2. Je sais pas. Bientôt. Je dis juste que je sais pas. C'est Carl Zero que j'ai interviewé récemment qui me disait qu'il avait eu des bruits, qui me disait je croyais que t'étais grillé, mais finalement non, j'ai eu des échos comme quoi tu pourrais revenir. Je crois pas et je fais rien pour ça, mais bon, c'est vrai que c'est assez amusant parce que je pense qu'en effet il y a une bascule qui est en train de s'opérer. D'abord, attendez, si le RN aujourd'hui dans les instituts de sondage est aussi haut, vous n'allez pas, cher Régis, me faire croire, vous comme moi, on a même été parfois dans des écoles de journalisme donner des cours, des conférences. Moi, il y a que Sciences Po qui pense que je veux dire, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas au milieu de tous ces journalistes des gens qui pensent comme, j'allais dire presque comme nous. Je leur demande même pas d'être engagés au RN ou à la coalition LR-RN, mais je veux dire, il y a forcément des gens qui pensent comme 40% de Français. Ou alors ça voudrait dire que ce milieu est complètement déconnecté, décorrélé de l'opinion nationale. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et je pense que voilà, la deuxième chose que je vais dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, mais qui, par la pression du politiquement correct, ne veulent pas le dire, mais qui vont commencer à un petit peu libérer leurs paroles. Voilà, ce qui est un peu d'ailleurs, à mon niveau, alors moi, c'est vrai qu'on ne pourra pas me dire, ça fait quand même depuis 2 ans que je suis dans les médias, on va dire alternatifs, où si on regarde bien, parce qu'il y a des gens qui regardaient, qui j'invitais, bon, j'invite, c'est vrai, beaucoup de gens politiquement accords, il y a des gens qui me disent que je reçois beaucoup plus de gens de la frange très à droite. Oui, parce que le politiquement correct, aujourd'hui, il est plutôt de ce côté-là. Mais j'ai quand même reçu, comme vous, on a reçu Juan Branco, François Bégodeau, des gens quand même qui sont à gauche. Mais voilà, en tout cas, moi je pense qu'à un moment donné, ça va faire un peu mal. On a reçu Gérard Filoche ici et Aude Lancelin. Aude Lancelin qu'on salue, voilà. Ouais, qu'on salue. Voilà. Et voilà, donc au final, je pense que c'est comme... Enfin là, j'ai encore une fois pas être l'avocat du RN, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de se dire mais où sont les talents, les compétences? Je vais vous dire, je sais plus qui me disait ça, mais le pouvoir appelle les talents. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en effet, au RN, peut-être que sur le plan économique, on n'attend pas le RN au niveau, j'ai envie de dire, d'Alain Minc et de Jacques Attali, mais enfin, quand on voit les prédictions qu'ont faites Jacques Attali et Alain Minc, qui sont plantés sur tout et qui continuent à l'ouvrir, moi, je m'inquiète pas, ça pourra pas être pire. Quand on voit, je sais pas, Bruno Le Maire qui nous disait récemment qu'il avait à lui seul sauvé l'économie française, mis l'économie russe à genoux, et puis qu'on voit, je crois que c'est l'Union européenne qui a envoyé une procédure pour nous, taper. Et on va avoir une amende, je crois. Non, mais enfin voilà, donc honnêtement, ces gens-là feraient mieux faire preuve un petit peu d'humilité et on en reparle après. Et voilà. Alors, vous avez évoqué une catégorie pour qui ça risque d'être... Non, mais ça risque d'être difficile si ce courant l'emporte le 7 juillet. Ce sont les visiteurs du soir. Donc Jacques Attali, Alain Minc, etc. Tous ceux qui ont l'oreille des princes, on va dire. Et une autre catégorie pour qui ça risque d'être difficile, ce sont en effet les fact-checkers. Alors vous avez une histoire particulière, même judiciaire avec eux. Mais moi... vous dénoncez évidemment leur manque de transparence, de neutralité. Racontez-nous comment ça a commencé et où ça en est aujourd'hui.
Oui, non, mais moi, à la rigueur, j'ai envie de dire, mon cas personnel est à la rigueur anecdotique. Il est intéressant parce que vous êtes un des rares à avoir été aussi loin avec eux. Oui, parce que moi, j'ai décidé de leur rentrer dans l'art, en effet, mais parce qu'à la base, il y a eu aussi... alors, évidemment, ils sont... Alors, on parle de Conspiracy Watch, donc dirigé par un certain Rudi Reichstadt, et puis qui est entouré de Tristan Mendes France, David Medioni, il y avait aussi... Julien Pain. Julien Pain, le champion de France Info, voilà. Et donc, ces gens-là, alors, qui sont... Regardez, il faut tout de suite mettre les choses au clair, qui sont regardés par personne. Faut mettre les choses au clair, qui font des audiences misérables, mais qui ont en revanche une influence importante parce qu'ils sont dans les petites sphères du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous avez des commissions, que ce soit sur, à un moment donné, il y avait une commission sur, je crois, les dérives sectaires, où ils voulaient faire taire ou pas Raoult. Là, vous avez ces députés macronistes qui avaient auditionné quand même Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt. Et ça, là, on se dit, mais quelle légitimité ont-ils tout ça? Parce qu'ils ont créé une sorte de site, pour moi, à 2 balles, à 2 balles au sens propre comme au figuré, puisqu'ils ont très peu d'argent, mais ils ont une manne qui est absolument incroyable de subventions publiques. Parce qu'au début, à une époque, ils le disaient pas. Ils disaient que c'était, voilà, que c'était juste avec des deniers personnels. Limite, ils faisaient du bénévolat et tout ça, qu'on a découvert à l'aune d'une audition, excusez du peu, et puis là, c'est vraiment quelque chose qui me fait là, pour le coup, pas du tout rire, à l'aune d'une audition, lors, vous savez, du fonds Marianne, voilà, vous aviez là, pour ces le coup, auditions de toutes ces fonds voilà, où il y créés avait... pour lutter contre Voilà, le radicalisme voilà, islamique à la suite le de la radicalisme mort de Samuel Paty. Voilà, et là, on a découvert à l'occasion de ces auditions que, notamment, Conspiracy Watch était financé, alors pas pour plus de la moitié, parce qu'au-delà de la moitié, ça ferait quand même un peu désordre. Donc, il a dit qu'il n'acceptait pas de subvention au-delà de la moitié du budget de Conspiracy Watch. Mais enfin, ça fait quand même quelques années que donc les subventions publiques, notamment la DILCRA, qui fait partie de ces organismes publics qui dépendent quand même des services du Premier ministre. La DILCRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc, j'ai découvert, au détour de cette audition, que la DILCRA finançait notamment Conspiracy Watch et notamment une petite émission sur Conspiracy Watch sur une chaîne YouTube qui s'appelle Les Déconspirateurs. Donc là, je leur fais un peu de pub si je peux les aider à avoir 2-3 vues en plus. Voilà. Et donc, j'ai été voir un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai constaté quand j'ai été voir? Donc, pour vous dire, voilà, j'avais rien contre eux. Non, mais franchement, cher Rudy, tu vas encore être parano et t'imaginer que je t'en veux. Pas du tout. J'avais envie de je te tacler sur YouTube, sur X, mais voilà, mais pas plus que ça. Mais là, j'ai découvert qu'ils avaient un générique d'émission où ils reprenaient, si vous voulez, des images de mes émissions dans leur générique, ce qui évidemment n'était pas du tout au sein de leur émission. C'est dans un générique où ils reprenaient des images, notamment c'était de Perron et de Karl Zéro. Donc là, je me suis dit, bah là, mais c'est marrant, je ne me souvenais pas avoir fait, parce qu'il se trouve qu'on est quand même dans un secteur où on doit connaître un minimum le droit de l'audiovisuel et le droit à l'image. Donc voilà, là, c'était dans le cadre d'un générique qui revenait à chaque émission, donc il n'y avait pas de débat sur ce qui était dans le générique, donc c'était juste un générique, voilà, où ils faisaient donc, en et gros, vous les avez attaqués là-dessus. Et donc j'ai décidé sur le champ, mais très simple, voilà, de dire, bah voilà, vous utilisez des images dont vous n'avez pas les droits, vous m'avez d'une part pas demandé l'autorisation de les utiliser, vous n'avez encore moins pas eu mon accord, vous n'avez pas payé parce que évidemment ça aurait pas été gratuit. Ces images de votre émission sont censées incarner et dénoncer évidemment les complotistes évidemment. Que vous êtes. Et puis en plus le cadre, le contexte dans lequel elles sont utilisées est totalement dégradant. Enfin voilà, c'est un foutage de gueule à mon encontre et à l'encontre des invités que j'ai eus. Donc il est hors de question que je laisse passer ça. Donc j'ai décidé de les attaquer. Et alors pour preuve, voilà, parce qu'ils sont tout de suite, ils sont drapés dans le côté liberté d'expression, celui qui fesse la liberté d'expression. Non, là, ça s'appelle le droit d'auteur. Quand il a sorti un article sur moi, un torchon en ligne, bon, j'avais hésité d'ailleurs une seconde à les attaquer peut-être en diffamation, et puis finalement, ça, je ne l'ai pas fait. Mais là, je me suis dit, sur le droit d'auteur, il est hors de question que je laisse passer ça. Voilà. Donc depuis, voilà, ils n'arrêtent pas de se... Parce que la conséquence que ça a eu, c'est qu'évidemment, j'ai fait des signalements sur YouTube, et toutes les émissions qu'ils avaient sur YouTube sont tombées. Enfin, en tout cas, ils les ont mises en ligne avec absence de générique total, plus
plus d'image. Donc là, ça me va. Du moment qu'il n'y a plus mon image, tu parles de moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on verra. Et donc, procès, en effet, qui est lancé. On verra. Je vous tiendrai au courant de la suite. Dernière question, Éric Morio. Mais ils vont peut-être être mal, parce que si le RN arrive au pouvoir, ce que je vous disais, c'est que la DILCRA, ça dépend des services du Premier ministre. Donc moi, ce que j'ai dit ironiquement là, dans une émission d'un de nos amis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer, mon cher Rudy, si le RN accède au pouvoir, que Jordan Bardella est nommé Premier ministre, et qu'il n'y a plus de subventions publiques dans quelques mois pour Conspiracy Watch, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il faudra peut-être qu'il bosse un peu plus, quoi. D'accord. Alors, là, vous en êtes où ? Quels sont les prochains projets ? Alors, nouveau projet, écoutez, j'ai fait un petit buzz là, parce que j'ai fait, alors là aussi c'était marrant, parce que j'ai fait, vous disiez, d'ailleurs, il y a deux choses pour lesquelles X est absolument, vraiment génial. Non, mais c'est pour ça que moi je suis ravi d'avoir vraiment basculé sur Digital. Je suis comme avec vous, d'ailleurs, je vous rends hommage vraiment à Omerta, parce que vous faites un boulot exceptionnel au-delà du magazine, vraiment, et vraiment, je salue votre boulot, parce que voilà, vous êtes aussi une petite équipe comme moi. On est entouré, là je parle pour vous, Régis et moi, nous on est un peu les vieux briscards, voilà, on est entouré de jeunes, mais on est parlent un entouré langage de jeunes, voilà. Ce qui est dingue, c'est que nous, voilà, aux Incorrectibles, on est entouré que de jeunes, voilà, qui m'apprennent tous les jours des choses. Et donc, ce qui est génial, c'est sur X, tous les jours j'en apprends. Donc voilà, moi récemment, j'ai découvert sur X, excusez-moi, je suis complètement un peu en dehors, j'avais pas bien compris qu'on pouvait faire des sondages en ligne. Et donc, j'ai décidé de faire un sondage j'ai fait un tweet en disant, évidemment, un petit clin d'œil, parce que beaucoup de gens pensaient que j'allais devenir député, parce que évidemment j'interviewe. Alors là aussi, les gens ont tendance à croire que parce qu'on interviewe des gens, on partage forcément leurs opinions. J'ai interviewé Kémy Séba à 2 reprises. Je partage pas nécessairement les opinions de Kémy Séba, mais au moins je lui donne la parole. Bon, mais voilà. Donc j'ai décidé de faire un petit sondage en ligne en disant, mes chers amis Incorrectibles, une décision majeure à prendre. Le 7 juillet, qu'est-ce que je fais ? Je change de siège ou je garde ma banquette Orange. Et évidemment, tout le monde a cru que j'allais être député et que c'était voilà. Et donc à la fin, il y a eu un 52 pour changer de siège et un 48 pour garder ma banquette Orange dans les Incorrectibles. Vous allez devoir payer, mais vous ne serez pas député. Pour donc changer finalement, la couleur du siège. Voilà, j'ai décidé de ne pas être député, bien que des gens m'aient parachuté à Grasse. Je ne sais pas qui a balancé que j'allais être député à Grasse. Donc voilà, non, je ne suis pas candidat. Donc là, je lève un doute. Et j'ai donc décidé de changer de studio. Et donc voilà, donc les projets, d'ailleurs, voilà, on est comme vous, on appelle un petit peu à la générosité des gens qui nous soutiennent parce qu'on n'a pas. Oui, parce que la chose aussi où là, je veux d'ailleurs vous rendre hommage, nous rendre hommage et rendre hommage à tous les gens qui sont sur des médias alternatifs, c'est que nous, l'énorme différence, mon cher Régis, qu'il est bon de rappeler quand même, c'est qu'on ne bénéficie pas de subventions comme Conspiracy Watch. Zéro. C'est-à-dire que si vous voulez Conspiracy Watch... en être conscient, zéro subvention, rien du tout. Je vous confirme, voilà. Zéro subvention. Donc on n'est pas comme Conspiracy Watch, on n'est même pas comme les chaînes de télévision qui peuvent avoir quand même du parrainage. Bon, moi j'en ai eu un petit peu au début, d'ailleurs, c'était... d'ailleurs, je le salue, c'était Jason Miller, l'ancien conseiller de Donald Trump, qui est reparti au combat, qui avait lancé un site qui m'avait parrainé, puis le site Manque de Peau, c'était un site qui devait concurrencer, qui s'appelait Gator, concurrencer Twitter, et puis Manque de Peau, on va dire, enfin, coup de bol pour Twitter, mais pour X, Elon Musk a racheté Twitter, et donc le concurrent qui était Gator, qui se voulait un concurrent, n'avait plus tellement de raison d'être, donc du coup, j'étais parrainé par ça, c'est ce qui m'avait permis de lancer mes Incorrectibles, et donc du coup, à la suite de ça, moi je me suis dit, c'est le drame, et je le remercie vraiment, Jason Miller, parce qu'à la suite de ça, je me suis dit, je vais mettre la clé sous la porte, et coup de bol, j'ai appelé à la rescousse on va dire mes contributeurs, mes soutiens, et là, voilà, chose incroyable comme vous ici, on n'a aucune subvention, mais on a pu quand même réussir à pérenniser, et non seulement pérenniser et sauver les meubles, mais peut-être lancer d'autres projets. Donc je pense qu'on va, donc d'abord on va changer de studio, et donc ça va être le 7 juillet le lancement de nouveaux studios, et puis on va peut-être avoir l'idée de nouveaux formats à la rentrée, et moi j'ai tendu une perche qui pour l'instant n'est pas tellement récupérée, donc je vous l'attends aussi à vous. Moi j'aimerais faire peut-être des choses en commun avec quelques médias, on va dire amis, et néanmoins on est concurrents, mais on n'est pas ennemis du tout. Pas du tout. Mais donc j'aimerais que là en politique ils réussissent pas à faire l'union nationale ou l'union des droites. Moi j'aimerais bien faire l'union des chaînes. L'union des chaînes comme vous, Omerta. Moi je serais ravi de réfléchir avec vous, si ça vous dit, à peut-être des projets en commun. L'invitation est ouverte, nous en reparlerons. Nous interviewerons. En tout cas, nous ferons un sondage sur X et nous demanderons à nos... On va demander à nos contributeurs, nous ferons des référendums, parce que nous, on est démocrates. Exactement.
Eric, merci beaucoup. Merci C'était beaucoup, vraiment très mon cher Régis. agréable. Quel plaisir et quel honneur. Voilà, et puis Et bravo à vous et Omerta. Voilà, et puis vous aussi. Et puis on attend la suite, les nouveaux projets, la concrétisation, on en reparlera. Et puis je suis sûr que nos auditeurs iront sur X pour savoir où sont déjà au courant, puisque beaucoup vous suivent aussi, je pense. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Elle était dynamique. Nous, en tout cas, on a eu plaisir à la faire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, en kiosque, si vous ne l'avez pas encore, le nouveau magazine d'Omerta, L'enfance de tous les dangers. Au revoir.